celle de Nîmes vous accompagne au plus près de chez vous. L'heure du journal présenté ce soir par Philippe Reg. Bonsoir Philippe. Bonsoir Fred, ça va, je pense que vous avez une belle émission là. C'est la troisième fois qu'on est ensemble. On quelle s'accroche, équipe, on s'accroche. mais quelle équipe. On s'accroche. Allez, avant de vous laisser la parole, un rapide rappel des titres. Vous allez nous parler de la banque alimentaire, mais aussi de la lutte contre la douleur chronique à l'hôpital des franciscaines. On connaîtra aussi, on va découvrir le meilleur apprenti pâtissier de la région et nous irons faire un petit tour à Arles pour le salon des Saintons. Vous accueillez en fin de journal une invitée, Philippe. Oui, alors c'est qu'on aime beaucoup à Télé. Voilà, alors, Frédéric, vous m'avez ôté de la bouche parce que je sais que pour rien au monde, vous n'aurez raté la fin du journal aujourd'hui, puisqu'effectivement, Christiane Méruès, responsable de communication au Parc des Expositions de Nîmes, vient nous parler de la 38e édition du Salon des Antiquaires. Belle longévité quand même. 38 ans, c'est beau, oui. Voilà, on va en reparler dans quelques instants, mais nous allons, si vous le voulez bien, démarrer par une page sport, puisque après le 7e tour de la Coupe de France, un tour duquel les Crocos sont revenus tout auréolés de succès, eh bien, nos footballeurs nîmois reprennent le chemin des Costières à l'occasion de la 16e journée du championnat de France de Ligue 2. Rappelons que les Nîmois classés derniers reçoivent le 3e de la division, en l'occurrence Metz, qui, après avoir été battu en Coupe de France, a brillé face à Lyon en Coupe de la Ligue. Alors, pour relever ce nouveau défi, l'entraîneur nîmois Jean-Luc Vanouki présente un groupe qui retrouve des couleurs, notamment aux avant-postes, avec le retour attendu de Michael Coloredo, qui évoluera dans les lignes d'attaque avec aux côtés de Martin Mallory, Boubacar Kébé et Robert Malm. Les milieux de terrain sont Paul Maisonneuve et Mehdi Mostefa. La ligne arrière est composée de Benoît Poulain, Jérémy Roumégous, Sadio Sankaré et Abderraouf Zarabi. Le gardien titulaire de cette rencontre est Nicolas Puydebois. Sur le banc des remplaçants, Sébastien Jimenez officiera en tant que gardien remplaçant. Florent Besnard sera le défenseur de réserve. Quant aux attaquants réservistes, il s'agit de Nicolas Bayo, Elie Kroupi et Aliou Cissé. Voilà pour la composition de cette équipe. Petit tour à Arles. Oui, puisque football toujours d'ailleurs, mais en national ce coup-ci, puisque l'équipe d'Arles reçoit l'équipe de Cassis-Carnoux, un derby provençal qui se jouera au stade Fournier samedi 29 novembre dès 18h. Et nous refermons cette page sportive avec l'Amicale Nîmes Volleyball. Très volontiers, dimanche 30 novembre, dans le cadre de la 8e journée du championnat de France de National 3 féminine de volleyball, l'Amicale Nîmoise Volleyball reçoit l'équipe de Cannes. Ça se passera au gymnase municipal Gaston Lessu dès 15h. Les Nîmoises 4e au classement, donc à 3 points de Cannes premier, bénéficient d'un match de retard qui, si elles gagnent, elles peuvent rejoindre cette équipe cannoise en tête de classement. Et elles se sont récemment enrichies en la personne de Marketa Cernouskova, qui est ni plus ni moins qu'une belle attaquante dotée de capacités défensives. Et c'est aussi, pour la petite histoire, l'épouse du capitaine de l'équipe de volleyball homme d'Alès, qui évolue en Pro A. Vous savez tout sur le volleyball gardois. Vous l'avez constaté, les températures ne cessent de chuter et la banque alimentaire, à ce moment-là, joue un rôle très important. Effectivement, la traditionnelle collecte organisée par la Banque alimentaire se déroule aujourd'hui et demain dans les grandes surfaces du département. À l'intérieur, des bénévoles distribuent des sacs afin de collecter des denrées alimentaires. Et puis ensuite, via une soixantaine d'associations telles que le Pain Partagé, la Table Ouverte ou la Croix-Rouge, ces denrées seront redistribuées à des familles gardoises. Arnaud Rondan et Olivier Michel ont assisté à cette première journée de collecte. Messieurs, dames, bonjour pour la Banque alimentaire. Merci encore, merci pour eux. Depuis 1984, le principe des banques alimentaires reste inchangé. Collecter gratuitement des denrées alimentaires pour les redistribuer aux plus démunis. Producteurs, industrie de l'agroalimentaire, grande distribution et Union européenne en sont les principaux donateurs. Sur ces 2 jours, le grand public est lui aussi sollicité pour la collecte de denrées non périssables. Nous faisons des collectes dans toutes les grandes surfaces alimentaires pour récolter tous les produits qui peuvent être conservés et que nous allons distribuer pendant toute l'année aux 65 associations adhérentes à la banque alimentaire qui vont ensuite les distribuer aux bénéficiaires. Des denrées non périssables de première nécessité telles que des pâtes, de l'huile, des produits hygiéniques ou encore des produits pour bébés. Et malgré la crise, la générosité reste de mise. C'est le partage. C'est le partage des choses. C'est important que tout le monde mange à peu près à sa faim. En période de crise, c'est pas plus dur de donner?
Si, c'est dur, puisqu'on est obligé d'aider les enfants maintenant qui en ont besoin et c'est vrai que c'est dur. En temps de crise, justement, il faut donner parce qu'on ne sait jamais. Demain, la crise, c'est nous qu'on va en faire partie. Donc moi, je donne. Je me dis qu'un jour, peut-être, ce sera moi qui aurai besoin d'eux. Donc je donne toujours. Puis j'ai des enfants, alors je pense aux enfants qui n'ont rien. Donc voilà, je donne toujours. Dans le Gard, l'an passé, ce sont 110 tonnes de nourriture qui ont été collectées et plus de 10 000 distribuées. Chaque mois, par le biais d'associations locales, la Banque alimentaire aide à nourrir 7 200 Gardois. Actualité judiciaire en bref, la brigade des stupéfiants de Nîmes ainsi que du personnel en tenue a effectué aujourd'hui même une chasse au cannabis dans les quartiers Gambetta Nord et la rue des Lombards. Nous venons d'apprendre qu'un homme a été écroué aujourd'hui même pour avoir tenté une transaction de 200 grammes d'héroïne. La Chambre d'agriculture, les logis de France et la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole se sont associés pour sensibiliser les élèves des écoles primaires afin que ceux-ci consomment plus de fruits du terroir. Alain Bellon nous en dit plus. Les fruits d'ici est le thème choisi par la Chambre d'agriculture du Gard afin de sensibiliser les élèves des classes primaires de Nîmes Métropole. Aujourd'hui, ils étaient à Bernis. On s'aperçoit qu'il y a un gros déficit au niveau de la connaissance des enfants sur tout ce qui est saisonnalité, sur tout ce qui se passe autour de chez eux. La Chambre d'agriculture a pris le parti d'aller à la rencontre donc, des enfants, d'abord de leur faire manger des fruits, parce que ça, c'était pas non plus évident. On travaille aussi donc, pour leur parler de tout ce qu'ils ont autour de chez eux, tout ce qui pousse autour de chez eux, et c'est pas forcément évident. De manière interactive, les élèves ont participé autant à la théorie qu'à la pratique. Et on a une première partie au niveau de l'intervention théorique où c'est qu'on recentre un peu le sujet, on reprécise ce pourquoi on est venu et les aspects un peu de saisonnalité. Et ensuite, on fait participer donc, les enfants à la confection des recettes avec une restauratrice qui fait partie du réseau des logis du Gard. Présenter des recettes aux enfants à base des fruits de saison, à base des pommes. 3 recettes qu'on remettra aux enfants en fin de journée. Des recettes simples, tout à la base de pommes. Alors aux élèves, je leur ai proposé de faire 3 recettes très simples à reproduire à la maison. Donc on a démarré par la compote de pommes. On a choisi pour ceci la pomme Ariane. Donc on a fait la compote avec la première classe. Avec la deuxième classe, nous avons fait avec la Pink Lady des pommes au four. Et la troisième classe, la Red Winter, des pommes caramélisées, qu'ils ont effectuées et goûtées avec succès, je crois. Les élèves ont dégusté toutes les sortes de pommes cuites. La casserole vide en fait foi. Et nous restons dans la gastronomie avec la découverte du meilleur apprenti pâtissier de la région, Philippe. La saison s'y prête, Frédéric. Je veux parler des kilos qui vont inévitablement être pris dans les semaines à venir. Alors, loin de vous aider à les perdre, hélas, je vous invite à goûter du regard la création de Davis Rioux, sacré meilleur apprenti pâtissier de la région, avec une œuvre comestible élaborée autour du thème « Le style et les couleurs ». Une belle aventure qui commence pour cet ouvrier au talent perceptible. Un reportage gourmand d'Alain Belon. Galettes, entremets, petits choux, truffes étaient au programme du concours du meilleur apprenti pâtissier gardois. 3 candidats étaient en concurrence. Marie Bougérir de Montpellier, David Rioux du Gard et Clément Galini de Sète. Le choix du jury s'est porté sur David Rioux. Ce concours a été réalisé le 24 novembre et il avait un thème. C'était le style et les couleurs. Il fallait respecter ce thème et faire des pièces artistiques à partir de là. C'est surtout les professeurs qui m'ont aidé, et puis aussi ma famille, qui est une famille pâtissière, et puis de moi aussi, des idées personnelles. Le parcours n'est pas fini. Une autre épreuve attend l'apprenti gardois. Le MAF, meilleur apprenti de France. Il y a 22 régions, donc 22 apprentis qui vont se battre, enfin concourir les uns contre les autres. À une journée comme aujourd'hui, donc un examen sur 8 heures de pratique. Et au bout de ces 8 heures de pratique sera désigné le meilleur apprenti de France. Voilà, avec un jury, il n'y aura que 3 places, donc le premier, le deuxième et le troisième, pour 22 candidats. C'est dans 5 mois, j'ai le temps de m'entraîner. Entraînement, coaching sera le quotidien de David Rioux pour arriver à la consécration de meilleur apprenti de France. La lutte contre la douleur chronique, c'est l'objectif de l'équipe médicale à l'hôpital des Franciscaines, Philippe. La douleur est définie comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable liée à des lésions tissulaires
ou en des termes évoquant de telles lésions. On distingue à ce propos la douleur aiguë et la douleur chronique. À ce titre, sachez qu'une équipe de médecins et psychologues de l'hôpital privé des Franciscaines travaille depuis plusieurs années sur la douleur rebelle chronique, un travail qui a récemment gagné la reconnaissance de la tutelle médicale, puisque la structure va bénéficier d'une aide financière de la part de l'agence hospitalière Languedoc-Roussillon, comme nous l'explique Alain Bonnet. L'hôpital privé des Franciscaines de Nîmes vient de se voir attribuer par l'ARH-LR, entendez l'agence régionale d'hospitalisation Languedoc-Roussillon, une mission de prise en charge de la douleur rebelle chronique. On est très heureux aujourd'hui de voir enfin notre travail dans le domaine de la douleur chronique reconnu au niveau de nos tutelles, dans la mesure où des moyens financiers vont nous être alloués pour nous permettre de structurer beaucoup mieux ce travail qui est fait depuis de nombreuses années par l'ensemble de nos équipes et de nos médecins aux franciscaines au bénéfice des patients. Une structure constituée d'une équipe pluridisciplinaire, médecins, algologues, psychologues, infirmiers, s'est mise en place afin de prendre en charge les patients souffrant de douleurs dans le cadre d'une hospitalisation ou en consultation externe. Le patient est adressé par son médecin traitant ou par un spécialiste d'organes. À partir de ce moment-là, une évaluation est faite parce que la douleur, avant de la traiter, il faut déjà l'évaluer. C'est un travail difficile. Elle se passe au cours d'une consultation de longue durée qui va envisager tous les paramètres de la douleur, tant sur le plan physique que de l'histoire du patient, mais aussi de sa psychologie. À partir du moment où le diagnostic est proposé, on va mettre en place un traitement. Ce traitement va quelquefois nous aider aussi dans la démarche diagnostique, dans la mesure où si un traitement de la douleur neuropathique est efficace, ça va confirmer l'impression clinique qu'on avait. Longtemps considéré en parent pauvre, le psychologue aujourd'hui commence à être reconnu et son implication au sein d'une unité douleur est nécessaire. Mon intervention, moi, va être au sein de l'équipe pluridisciplinaire essentiellement de partir du postulat que les causes psychologiques ne sont pas à l'origine des douleurs, mais qu'elles y participent énormément, et donc d'essayer de comprendre quels sont les conflits des patients en souffrance afin de leur permettre de soulager au mieux leur douleur et de travailler autour de toutes ces problématiques-là. Si le traitement de la douleur aux franciscaines ne date pas d'hier, l'équipe et les moyens étaient jusqu'alors financés par l'hôpital lui-même. Aujourd'hui, cette structure est reconnue et grâce à des aides extérieures, elle va se développer, s'enrichir de nouvelles techniques dont pourront bénéficier les malades. NECPOS, collectif formé de 7 photographes, expose à la Galerie de la Salamandre le fruit d'un travail de recherche. Au-delà de l'art photographique, il s'agit pour ces artistes de passer le cap de la capture de la mémoire visuelle de la ville vers la réflexion philosophique autour de thèmes comme l'urbanisation. Les capteurs d'images n'explorent plus, ils s'explorent. Les explications indispensables de Nicolas Pinchino. Un simple regard de photographe peut parfois donner naissance à de grandes réflexions. Depuis une dizaine d'années, la galerie NECPOS réunit un collectif de photographes qui, de mars à novembre, échangent sur la technique photographique au départ, mais aussi sur la ville, puisque le thème de ces rencontres, c'est la ville de Nîmes. Il y a une recherche qui va beaucoup plus loin que le simple fait documentaire. Si Regard sur la ville, au départ, était vraiment une mission qui avait pour but de laisser des traces d'un état de Nîmes on va dire, au passage du XXIe siècle, et qu'aujourd'hui, à travers notamment cette nouvelle édition, on va trouver une photographie qui là s'explore elle-même, explore ses modalités de mise en forme. Une dimension presque philosophique émane de ces clichés proposés par les 7 photographes. On parle très peu de photos en fait, on parle beaucoup de philosophie, voire de politique, d'urbanisme, de conception de la vie urbaine, etc. C'est aussi intéressant d'échanger autour du phénomène de l'urbanité, de l'urbanisme, tout ce qu'on peut imaginer autour de ça, et de sortir du champ photographique, de rentrer dans le champ de la réflexion. À la Galerie de la Salamandre, l'exposition est à voir jusqu'au 3 décembre. Puis le 4 décembre, c'est au Sémaphore qu'un film sera projeté dans le cadre de ces rencontres Images et Ville 2008. Noël approche et les santons sortent de leur carton. Le 51e Salon international des santonniers a pris ses quartiers au cœur du cloître de l'église Saint-Trophime d'Arles. Maîtres santonniers, créchistes y exposent le fruit de leur travail
autour de représentations de personnages incontournables au moment des fêtes de Noël, mais aussi des créations originales. La mémoire de Marcel Carbonel, initiateur de cette précieuse manifestation, est ainsi honorée grâce au reportage d'Alain Bonnet. Pour la 51e année consécutive, le Salon international des centeniers d'Arles a ouvert ses portes dans ce lieu prestigieux que représente le cloître Saint-Trophime. Un salon renommé représentant une vitrine internationale incomparable qu'un large public vient admirer chaque année. Arles est devenu très vite, 2 ans après sa création, une manifestation non seulement artistique, mais aussi une confrontation artistique venue d'ailleurs, c'est-à-dire d'autres pays que ceux de la Provence et de la France. Plusieurs thèmes développés pour vous permettre d'en savoir plus sur les santons, leurs origines, leur histoire. Un travail de préparation ambitieux que des bénévoles et professionnels proposent en cette période de Noël. Il y a les maîtres centeniers provençaux, il y a les créchistes amateurs, il y a des thèmes de travail, il y a de temps en temps des choses un peu différentes, comme cette année on attaque une série sur les successeurs, à savoir qu'on donne à connaître toutes les familles de centeniers, on va le faire petit à petit, et puis un invité d'honneur étranger pour faire voir que cet art populaire si important en Provence est finalement sans doute l'art populaire le plus répandu dans le monde. Invitée cette année, l'île d'Haïti, renommée dans l'art de la récupération, propose des fresques ambitieuses en fer martelé que des artistes habiles façonnent avec talent. Ici, Haïti, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a autre chose que des ouragans et des catastrophes. C'est qu'il y a des artisans, des professionnels, des amateurs d'une immense qualité, d'un grand talent, d'une grande imagination et qui travaillent différents matériaux. Le principal, c'est le fer. Ils récupèrent des vieux bidons. Ces vieux bidons, ils les découpent, ils les font brûler pour enlever la graisse. Après, ils tapent dessus comme des malades pendant des heures pour pouvoir les aplatir, les assouplir. Dessus, ensuite, ils tracent à la craie un dessin qui les aurait inspirés et c'est un travail qui est époustouflant. Ce salon qui permet la confrontation unique entre créateurs et artistes internationaux, qui depuis sa création en 1958 par Marcel Carbonel, centenier réputé, a acquis ses lettres de noblesse. Ce salon fermera ses portes le 11 janvier 2009, mais d'ici là, bonne visite et joyeux Noël. Ce n'est plus un secret dans le mundillo. Les relations entre le torero Juan Bautista et son impresse José Luis Marca ne sont plus au beau fixe depuis quelque temps. Aujourd'hui même, le torero arlésien a déjeuné à Barcelone avec Roberto Espinosa, co-directeur des arènes de Madrid et ancien associé de Simon Casas sur plusieurs arènes d'Espagne. À l'issue de ce déjeuner, celui-ci est devenu le nouvel apodérade de Jean-Baptiste Jalabert. Notons que Roberto Espinosa a déjà officié en qualité d'apodérade de Juan Bautista il y a 8 ans, alors que l'Arlésien venait de prendre son alternative. Dernier détail, c'est le torero sévillan Eduardo Villamura qui sera le conseiller artistique de Juan Bautista. Tous les détails et précisions dans la prochaine édition de Tandido Sud avec l'inénarrable Christophe Chez, à qui nous devons cette information. Merci à toi, Christophe. Notre invité ce soir, Christiane Méruez. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes là pour nous parler de la 38e édition du Salon des Antiquaires. Exactement. Et je ne le redirai jamais assez, c'est toujours un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Merci, je suis ravie d'être là aussi. C'est Philippe qui a la chance de Je suis ravie aussi. Voilà, je ne vous dis pas ce que ça m'a coûté de pouvoir m'adresser à vous et de le prier de parole. Ça a été la guerre. On s'est battu, on s'est fait la guerre. Je ne sais pas s'il va résister. Non, moi, ce qui m'intéresserait pour un salon qui était finalement à 2 ans de célébrer son 40e anniversaire. Exactement, on le prépare déjà. Hein. Voilà, je pense que ça se présente. On commence à le préparer. Bien 2 ans avant. J'aimerais savoir un petit peu ce qui a permis une telle longévité. Moi, je pense très sincèrement que c'est la rigueur de la sélection des exposants. Nous sommes sûrs de tous nos exposants. Ce sont des vrais grands professionnels. Nous travaillons la main dans la main avec les experts qui sont présents sur le salon pendant toute la durée du salon, mais qui nous conseillent aussi. Avant, on leur téléphone. Ce ne sont pas seulement des experts qui sont là pendant le salon. On travaille vraiment avec eux. Et ils sont là, mais dans une grande complicité de travail avec les exposants. C'est-à-dire que les exposants sont ravis quand les experts sont appelés par un client éventuel qui veut s'entendre dire par un expert l'histoire d'un meuble, son époque, etc. Et je pense que, je crois que c'est ce sérieux autour de ce salon qui en a fait la notoriété et qui a fait qu'on a des acheteurs, des collectionneurs qui viennent de plus en plus loin.
Alors ce 38e Salon des antiquaires se déroulera du 29 novembre au 7 décembre au Parc des Expositions de Nîmes. Exactement. Est-ce que vous avez une petite idée du chiffre, du nombre d'exposants Alors les exposants, on en a 100. C'est Toi. facile, voilà. Et puis, on espère avoir à peu près 10 000 visiteurs. Il y a des fidèles, il y a du renouvellement, beaucoup de renouvellement. Alors, il y a beaucoup de les fidèles exposants, dans leur très très grande majorité, sont fidèles. C'est-à-dire que chaque année, Martine Van de Kerkhove, qui organise maintenant le salon, refuse des dossiers parce que, comme tous les anciens ou presque veulent revenir, il n'y a pas beaucoup de place pour les nouveaux. Il y en a quand même quelques-uns chaque année. Cette année, on doit en avoir à peu près une dizaine, mais peut-être pas tout à fait. Un turnover assez faible. Oui. Il s'agit aussi uniquement d'antiquaires professionnels. Oui, oui, absolument. C'est un statut professionnel pour tous, tout à fait vérifié. Alors quels sont les points forts ou les nouveautés de l'édition 2008 ? Alors, les points forts du Salon des antiquaires, d'une manière générale, c'est que tous les antiquaires présents préparent ce salon. C'est-à-dire qu'ils cherchent très spécialement des pièces prestigieuses, rares, exceptionnelles. Moi, j'ai fait un tour cet après-midi, il y a vraiment des pièces qu'on ne peut voir que dans les musées ou quand on visite des châteaux. Ça veut dire qu'avant même de s'installer, ils ciblent déjà un certain public? Ah oui, oui, ils savent absolument qu'ils auront des regards très connaisseurs sur le salon de Nîmes. Donc, ils le préparent vraiment, ils cherchent des pièces pour les présenter au salon de Nîmes. Et ça, ce sont nos pièces les plus prestigieuses. Et puis, à côté de ça, on a aussi la chance d'avoir beaucoup de petits objets, de pièces, je vais dire, à des prix plus abordables, mais qui sont toujours des pièces qui ont une histoire. C'est ça que j'aime. Il y a une pièce qui est très belle, notamment, qui est encadrée sous verre. Racontez-nous un petit peu l'origine Alors, de ça. Ça, moi, ce sont des objets qui me fascinent. Ce sont des reliquaires Paperol. Levez-la un petit peu. Des reliquaires Paperol. Voilà, ça s'appelle des reliquaires Paperol. En fait, les reliquaires, donc, pour conserver des reliques de saints, des petits morceaux d'ossements, des morceaux de cheveux, etc. Et ces reliquaires étaient fabriqués par les religieuses dans les couvents à partir de morceaux de papier qui sont pliés, froissés, plissés, roulés. Et toute la décoration qu'on voit ici est faite de papier roulé. Voilà, et qu'on dorait après sur la tranche. Là, vous avez les petits réceptacles des petits morceaux d'os. Il y a 4 saints qui sont représentés sur celui-ci, avec un motif au centre. Mais moi, ce que je trouve fascinant, c'est ce travail avec les petits papiers. Ça, j'imagine les religieuses dans les couvents. Voilà, fin 18e, début 19e. Celui-ci, il y en a de beaucoup plus anciens. Je trouve ça fascinant. Et puis, vous avez mené un petit peu d'argenterie. Frédéric Oui, Lorgnier, d'ailleurs, sur l'argenterie, il faudra le surveiller. Je crois oui, il faut que je le surveille à la sortie. Ça va être Noël, alors on a envie de faire des jolies tables, encore plus au moment de Noël. Là, je vous ai apporté vraiment pour la bûche. Un service pour couper. Mais vous n'avez pas pris la bûche. Pour la glace. Vous n'avez pas pris Et la non, bûche. je n'ai pas pris la bûche, c'est trop tôt, c'est pas encore. C'est Christiane, pas la date. Ça peut être pour la glace aussi, mais c'est très bien pour la bûche. C'est une petite serpe et puis la cuillère comme ça pour servir. Là, vous aviez parlé des fruits tout à l'heure. Hein. Alors ça, c'est une fourchette à melon. Donc, on peut couper les morceaux comme ça et les piquer comme ça. Extraordinaire. Voilà. Il pensait à tout. Il pensait à tout. C'est ça qui est amusant dans les arts de la table, c'est qu'il y a des objets comme ça dont on ne se sert plus, mais on les redécouvre quand on vient au Salon des antiquaires. Et il y en a quelquefois dans les maisons, on ne sait même pas ce que c'était. Et là, je vous ai apporté, c'est très astucieux, c'est une passoire à thé. Donc on la tient comme ça, on passe le thé, et pour pas que ça goûte sur la nappe, hop, on la tourne, et voilà. Et donc celle-ci, elle est art déco, 1930. Ah, c'est joli. Tout ça, ce sont des choses qui sont abordables, on va dire. Et enfin, les bijoux. Alors, il y a sur le Salon des antiquaires de très beaux bijoux, en pierres précieuses, en or, bien sûr. Mais il y a aussi les bijoux américains. Et les bijoux américains sont des bijoux qui sont nés un peu après la crise de 29. Donc, j'ose pas dire qu'ils sont un peu d'actualité. Mais ce sont des bijoux qui sont fabriqués par des joailliers, avec des techniques de joaillier, avec des fausses pierres et des métaux non précieux. Et il y en a de très très beaux sur le salon. J'ai vu cet après-midi et je pense que je vais écrire au Père Noël. Je salue votre passion. Christiane, permettez-moi de vous dire que c'est vous qui mettez en valeur le bijou. Merci. Voilà. Merci Frédéric. Philippe. Ça bouge à la régie, Frédéric. Oui, je sens qu'on vous applaudit en régie. Je sais Écoutez, pas. ces 10 000 visiteurs espérés pourront voir tout ça. Alors, bien sûr, il y a aussi beaucoup de mobilier, etc. Oui. C'est un petit peu bateau, mais on doit quand même les heures d'ouverture, puisqu'on sait que c'est du 29 novembre, donc demain jusqu'au 7 décembre. Peut-être peut-on parler de l'ouverture de... Absolument, tous les jours de 10h à 19h, avec une nocturne le vendredi
le vendredi, ce sera le 5, je pense, jusqu'à 22 h. Et vous savez bien sûr qu'on peut déjeuner sur place, restauration traditionnelle ou restauration rapide. Merci Christiane Meruès, bon salon. Merci. Et puis peut-être à vendredi prochain pour faire un point sur encore un week-end après. Je reviens toujours avec plaisir. Voilà, Frédéric, je vous laisse le dernier mot. Cette édition est maintenant terminée. Merci Philippe, merci Christiane. Dans quelques secondes, le carrousel, suivi à 21 h de votre soirée humour. Merci de votre fidélité. Très bon week-end à toutes et à tous et à la semaine prochaine. Au revoir.